J'espère à ce que vous avez apprécié la programmation. Et aujourd'hui, on va enchaîner avec un autre domaine qui concerne aussi le laboratoire. Là, je parle de la transfusion sanguine. Donc, la transfusion sanguine qui est considérée comme une thérapie vitale qui fait la différence entre la vie et la mort des patients. Ce domaine-là, qui se veut très intéressant, surtout sachant que les dernières années, il y a une transition épidémiologique qui a concerné le changement de la typologie des maladies, en passant des maladies infectieuses aux maladies non transmissibles. Je cite par exemple les insuffisances rénales, je cite les cancers. Et ces pathologies-là, ils demandent beaucoup de sang. Donc la transfusion, il s'est imposée actuellement par l'état épidémiologique actuel. Et l'intérêt de la transfusion émane aussi de la qualité des produits sanguins comme étant le produit final qui va être transfusé au patient. Cette qualité-là, ou bien ce processus-là, il suscite une bienveillance. De la bienveillance, c'est la sécurité transfusionnelle. Je cite notamment l'hémovigilance. Donc, le domaine de la transfusion est un domaine qui est très critique. Et cette critique-là, on doit la gérer, on doit la maîtriser. C'est pour cela on a choisi comme thème général l'optimisation de la qualité du processus transfusionnel. Quels sont les défis pour le technicien ou bien le technologue de laboratoire? Il est appelé à faire quoi? Il est appelé à connaître quoi pour réussir cette soi-disant cette production d'un produit sanguin de qualité qui va faire la différence qu'on a citée au départ entre la vie et la mort, bien sûr, des patients. Donc, en attendant à ce que professeur Ait Amer nous rejoigne, on va commencer avec professeur Mahjoub Sonia. On vous souhaite la bienvenue. Il s'est déplacé de la Tunisie, donc professeur à la faculté de médecine et pharmacie Tunisie, directeur du laboratoire d'hématologie CHU de Rabta. Il va nous faire parvenir et partager avec nous l'accréditation des banques de sang selon la norme 15189, version 2022. Quels sont les challenges et les défis? Je pense que cette norme, elle est encore méconnaissable, d'autant plus que c'est très intéressant. Donc, je vous demande si vous permettez de bien suivre. Cher professeur, c'est à vous la parole. Merci. Sabih al-Nour. Je remercie donc le comité de la NTLM pour l'invitation. Lorsqu'on m'a abordé par rapport au sujet donc de la qualité et l'accréditation, c'est mon domaine de prédilection puisque je suis expert TUNAC et je pense que c'est un sujet très 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 important et qu'il va falloir y travailler. Alors ma présentation, vous allez voir, on va pas y aller dans le domaine profond de la transfusion, mais on va rallier entre la qualité et la transfusion sanguine pour comprendre que c'est un domaine dans lequel on peut appliquer l'accréditation. Et c'est très, très important. Et je pense qu'on n'aura pas de difficulté. Et pourquoi? Parce que je pense aussi bien en Tunisie qu'au Maroc, qu'aux différents pays, la transfusion a démarré avec beaucoup de réglementation. C'est bien structuré. Donc, on n'aura pas de difficulté. Telles que même si les laboratoires, ils ont eu des difficultés pour l'implémenter, dans le circuit de transfusion sanguine, ça va être beaucoup plus facile. Mais la difficulté, ça va être de maîtriser les différentes chaînes. Parce que vous allez voir, le laboratoire, c'est un secteur, on va dire, bien cadré.
Et la chaîne transfusionnelle, on va la voir sur une diapo, c'est un circuit beaucoup plus complexe, beaucoup plus lent, mais ça ne doit pas nous décourager puisqu'on peut choisir notre portée d'accréditation. On peut travailler un par un. Donc, on va commencer par définir la qualité, encore et toujours. C'est quoi la qualité? C'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques d'un objet à satisfaire des exigences. Donc, le maître mot, c'est qu'il va falloir mettre des exigences. Exigences sur les domaines techniques, ça commence par doigt, et chaque fois que vous avez doigt, vous devez vous appliquer et trouver les moyens nécessaires pour les appliquer. Après, comment montrer, c'est ça l'important, comment montrer qu'on est en train d'appliquer tout ça. Alors, 3 définitions importantes. L'agrément, la certification et l'accréditation, il va falloir faire la différence entre ces 3 concepts. L'agrément, c'est la permission ou l'approbation qui est donnée par l'autorité de tutelle du pays pour pouvoir être opérationnel. En Tunisie, on a le GPPL pour les laboratoires, on a l'unité centrale donc de transfusion sanguine pour les banques de sang. Au Maroc, il y a le GBPA pour les laboratoires. La certification, c'est une reconnaissance de conformité d'un système de management de la qualité par rapport à un référentiel. D'accord? Ça veut dire que vous avez un référentiel. Si vous montrez que vous avez les différents documents, vous pouvez être certifié. Mais ça ne prouve pas nullement votre compétence et degré d'expertise. Pour montrer la compétence et l'expertise, il faut l'accréditation. Donc l'accréditation, c'est la reconnaissance de la compétence par un organisme indépendant. Et par un organisme indépendant, et la norme qui nous intéresse, c'est la norme ISO 15189 et on va la voir. Alors, les organismes accréditeurs, alors en Tunisie, on a le TUNAC, donc qui est un organisme accréditeur et on va le voir, donc il est reconnu à l'échelle internationale. Et comme c'est un congrès, c'est le premier forum donc africain, je me suis renseignée, il y a un deuxième référentiel africain, donc c'est la société africaine de transfusion sanguine. On va essayer de faire un tout petit peu le va-et-vient parce que on n'est pas sur les mêmes approches. Eux, ils se rapprochent beaucoup plus des référentiels de l'ABB, donc des Américains et des Canadiens. Et c'est pas forcément les bonnes choses qu'on pourra appliquer chez nous en Nord-Afrique. Alors pour la 15189, elle était destinée essentiellement au domaine du laboratoire de biologie médicale. C'était la version 2012. La nouveauté sur la version 2022, c'est que le champ s'est ouvert et que ils ont intégré les centres d'imagerie radiologique, les centres d'exploration fonctionnelle respiratoire, les laboratoires de physiologie médicale, tout ce qui est examen délocalisé, tous ceux qui font les gaz du sang, tous ceux qui font l'énumération formelle sanguine dans leurs services donc cliniques et les établissements de transfusion sanguine. Donc actuellement, on peut être accrédité via la norme donc ISO 15189. 2 définitions importantes, la banque de sang et un établissement de sang. Alors, une banque de sang, c'est une organisation qui effectue ou elle est responsable de la préparation, stockage, des analyses et de la distribution de produits sanguins humains et produits sanguins destinés à la transfusion. Et un établissement de sang, c'est un établissement qui effectue une ou plusieurs des activités suivantes, à savoir la mobilisation des donneurs, sélection des donneurs, collecte, préparation, qualification, etc. Après ces définitions, ils peuvent varier d'un pays à un autre. Chaque pays doit définir c'est quoi un ETS pour lui, c'est quoi une banque de sang, c'est quoi un centre relais et c'est quoi un dépôt pour pouvoir définir en fait les différentes tâches de chaque centre. Alors, on revient à notre chaîne transfusionnelle qu'on va essayer donc d'impliquer dans ce domaine. C'est beaucoup plus complexe qu'un laboratoire de biologie médicale. On va retrouver notre fameux donc laboratoire. Ça commence par l'étape de don de sang avec tout ce qui est qualification, sélection des donneurs. Et puis, on va recueillir le produit, donc ils vont passer à la qualification biologique. Et c'est là on va retrouver notre laboratoire pour la qualification IH et la qualification sérologique. Et puis, il va y avoir l'étape donc de transformation des produits, donc toute la rigueur par rapport donc à la transformation de ces produits-là. Alors, une fois que c'est préparé, il va falloir stocker et montrer qu'on est en train de stocker les produits dans de bonnes conditions adéquates pour pouvoir conserver donc la viabilité de ces produits et pouvoir donc les distribuer plus tard. La chaîne ne s'arrête pas là, d'accord? Donc tout ce domaine, il est sous la tutelle donc des établissements de préparation des produits sanguins, mais la chaîne, elle va englober aussi les prescripteurs, les médecins donc qui vont faire la prescription.
Et puis, on va distribuer le produit sanguin selon la demande. Et c'est là on va avoir le premier palier de clients. Donc, ce sont nos prescripteurs, donc les médecins. On va distribuer donc nos produits. Il va y avoir l'acte transfusionnel, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut montrer la traçabilité et le lien entre tout ce beau monde-là pour pouvoir valider notre circuit. Et puis, la fameuse hémovigilance. C'est un ensemble donc de procédures pour pouvoir relier et recueillir tous les événements indésirables pour pouvoir les discuter. Donc l'hémovigilance, en fait, on va l'intégrer. Chaque pays les pays du Nord-Afrique, ils étaient, on va pas dire avant-gardistes, mais ils ont suivi la vague, puisque le domaine de la transfusion a été émaillé par plusieurs scandales qui ont défrayé donc aussi bien les États-Unis que la France, que l'Europe, que l'Australie. On s'est barricadé de textes de loi, donc il y a des lois, des décrets, des arrêtés, mais le challenge, c'est après d'appliquer tout ça pour pouvoir être sur les normes réglementaires. Et chaque fois que vous avez des règles et vous avez des textes de loi, ça veut dire qu'on pourra être sanctionné derrière. Alors, on revient donc à notre qualité et aux avantages de cette fameuse accréditation. Pourquoi on cherche à être accrédité? Alors, l'accréditation, c'est une démonstration objective. Parce qu'on a tendance, chaque institution, je suis compétente, j'ai les meilleurs personnels, j'ai les meilleures performances et on peut monter crescendo, chaque centre, il se vante d'être meilleur. Alors, meilleur comment? Il va falloir le montrer objectivement avec de la documentation. D'accord? Donc, ça va montrer les compétences, montrer que tout se passe en toute sécurité, que c'est centré sur le patient. Et non pas, on parle pas chiffres de produits sanguins. Un centre, son efficacité, c'est pas de produire 100 000 produits ou 150 000 produits. C'est après, sur les 100 000 produits, il y en a que 30 qui répondent aux normes. Et que si derrière, les prestataires, donc les prescripteurs ne sont pas satisfaits par rapport à la livraison des produits. Ça se chiffre pas. Les chiffres en produits sanguins, ce ne sont que des indicateurs qui doivent être placés dans leur cadre. Il faut montrer que nos résultats fiables, et ça ne peut se faire que via un processus d'amélioration continue, puisque personne ne peut démarrer à 100%. Chacun va commencer à un moment, à un palier, et peut-être à 10%, à 20%, à 30%. Il va faire le nécessaire pour pouvoir, en fait, remonter la pente tout doucement. La pente, elle peut être raide, mais c'est toujours faisable. Alors, pourquoi? Parce que on a besoin de résultats fiables pour satisfaire les utilisateurs. Et ceci en travaillant sur la compétence de nos personnels, maîtriser les ressources dont on dispose, maîtriser le parc technique, maîtriser le parc matériel, maîtriser la logistique informatique de communication entre les différentes structures, maîtriser les processus analytiques pour valider donc la qualification immunohématologique, pour valider la qualification sérologique, parce que un des drames qui a défrayé la chronique, c'était en fait un problème au niveau de la qualification sérologique. Vous vous rappelez donc du scandale du VIH, c'était un problème analytique. Et la maîtrise du système documentaire. Ça permet également de réduire les erreurs humaines. Alors, on en a parlé hier, l'erreur, elle reste humaine. Et comment diminuer ça? C'est pas en accusant, ce n'est pas en pointant du doigt, ce n'est pas en culpabilisant et ce n'est pas en punissant. C'est en essayant de faire un état des lieux et de travailler pour réduire ces erreurs humaines. Il va falloir les cerner pour pouvoir y travailler dessus et non pas culpabiliser. Et améliorer les prestations. Ça veut dire si aujourd'hui on est capable de produire 50 000 produits qui répondent aux normes, on peut monter, si c'est nécessaire, à 60 000 produits. Je dis bien si c'est nécessaire, puisque ce n'est pas une course aux chiffres. Ça, il va falloir bien raisonner. Si j'arrive à produire 20 000 produits qui sont conformes, et qui répondent aux besoins, c'est mieux que d'avoir 50 ou 60 000. Et après, je vais avoir donc des lacunes par rapport à mes qualifications. Cette accréditation va me permettre une reconnaissance officielle de mes compétences. Ça veut dire que demain, toute personne qui vient se faire hospitaliser ou se faire traiter ou se faire transfuser dans nos territoires, il se fera, ou il a toute la sécurité par rapport aux produits qu'il est en train de recevoir, par rapport à la prestation de service qu'il est en train de recevoir. Donc ça va faire tomber les barrières et un Européen, un Américain, un Canadien peut se faire traiter sur nos territoires et recevoir les produits sanguins en toute sécurité si vous montrez que vous êtes certifié.
Et ça peut avoir ça peut avoir des retours d'investissement positifs, puisqu'on en a discuté hier. On m'a dit que c'est discutable. Oui, mais ça se fait pas sur les mois ou sur les années proches, mais sur le long terme, forcément, ça peut devenir donc rentable. Alors, comment y parvenir? Il faut y aller tout doucement. Alors, l'étape préliminaire, c'est de sensibiliser et informer le personnel. Il va falloir l'informer et non pas avoir son accord. Parce que à chaque fois que vous travaillez avec une équipe, je pense que tout le monde est sensibilisé. Vous allez avoir des gens qui vont vous suivre, qui sont tout à fait d'accord. Un groupe qui va être hésitant et un groupe qui va vous dire non, 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 moi je sors pas de ma zone de confiance. Il y a ma zone de repos, il y a ma zone de sécurité, pas question que je change. C'est cette catégorie qu'il va falloir y travailler tout doucement. Donc sensibiliser et informer, identifier une ou deux personnes cibles où vous pensez qu'ils peuvent porter facilement le chapeau d'un responsable de management de qualité, répartir les activités. Il ne faut pas que tout le monde soit impliqué, sinon on n'y arrive pas. Il faut cibler par groupe et à chaque groupe donner donc une activité à faire. Les former par rapport donc aux normes de cette ISO 15000, et on en a discuté tout à l'heure. Il faut bien s'imprégner de cette norme, puisque la norme sur sa version 2022, elle est beaucoup plus souple que sur sa version 2012. Puisqu'elle est axée sur l'analyse des risques. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes face à un audit et que votre auditeur, il vous pointe une non-conformité, si vous maîtrisez votre sujet, si vous êtes compétent, vous pouvez discuter et refuser la non-conformité. Parce que derrière, il faut que celui qui part à l'audit soit un expert technique. Parfois, on peut être audité par un expert managérial. Et l'expert managérial peut vous induire en erreur. C'est pour ça que c'est difficile de se faire expertiser par quelqu'un qui est expert sur la norme 9000. Il n'est pas technique, donc il peut nous induire en erreur. Donc la nuance, elle est là. Assurer des formations donc pour tout le personnel et standardiser et harmoniser les méthodes dans la mesure du possible. Commencer, là où ça fait mal, par une évaluation initiale. Il faut savoir où on en est. Où est-ce qu'on se positionne? Est-ce qu'on est sur les 0%, 10%, 20%, 30% donc d'acquisition de compétences pour pouvoir y travailler, d'accord? Mettre l'ego de côté et faire un état des lieux. Et faire des auto-évaluations, c'est facile. Là, je vous ai mis 2 sites. On peut faire sortir un checklist et l'équipe peut faire donc son évaluation. Alors, voici donc les différentes étapes. Donc, les processus, ça commence par le donneur pour nous sortir donc un produit sanguin, donc qui répond aux normes et aux besoins donc des prestataires. Il y a toute la partie pilotage avec les différents axes, la partie surveillance pour l'amélioration continue. Il y a notre corps de métier donc par rapport à la réalisation de métier. Mon pointeur. Et puis les parties ressources. La partie la plus délicate toujours à maîtriser, c'est la partie ressources, mais on n'a pas vraiment, il faut pas se leurrer. Certes, on n'a pas beaucoup de ressources financières, mais tant qu'on a la bonne volonté, on peut améliorer et travailler avec ce qu'on a, et on peut arriver à une autosatisfaction. D'accord? Sinon, il y a à côté donc de cette norme ISO 15000, je me suis renseignée, il y a un autre référentiel donc qui a été établi par la Société africaine de transfusion sanguine. In fine, en fait, on se recoupe. Il y a également donc les normes de pilotage, les lignes de conduite de surveillance, le corps de métier et les ressources. Donc, on se rejoint, sauf que eux, ils sont alignés beaucoup plus à IBB. Alors, les étapes pour y parvenir. Donc, on a commencé. Donc, on a fait on a identifié, on a fait notre état des lieux. Et on va commencer à identifier notre portée d'accréditation. Il faut commencer tout petit, choisir une seule portée. Et après, une fois qu'on maîtrise le système, on peut élargir notre portée. D'accord? Et on l'annonce officiellement donc à toute l'équipe. On va élaborer un plan d'action. On va documenter et enregistrer toutes les étapes de formation qu'on va réaliser. Tous les processus, tous les documents, tout doit être tracé par écrit. C'est pas facile pour ceux qui sont sur terrain, les techniciens, parce que écrire toute cette paperasse, ça leur prend du temps. Il y en a certains qui vont refuser d'y adhérer, mais in fine, ils vont comprendre que c'est important de tracer parce que ça permet en fait de se repositionner. Et puis, on commence par faire des audits internes. Avant que les externes viennent, on peut commencer à faire des audits internes, et puis un audit interne par secteur, et puis un audit global. Et quand on se sent prêt, on peut demander une visite, donc par les experts
donc les tierces parties. Alors, donc au minimum, sur le système managérial, on a besoin de quoi? On a besoin de définir les responsabilités. Ça, c'est très important. Il faut que l'auditeur, quand il vient, il sait qui est responsable de chaque secteur. Il faut définir les objectifs et la politique. Les informations, tout doit être documenté dans la mesure du possible. Et un conseil, par rapport à la documentation, ne mettez pas la barre trop haut. Parce qu'on peut se créer soi-même des problèmes par rapport à une documentation. Et un document, il doit être facile à lire. Ne créez pas des documents de 40 pages. Un document de 40 pages, personne ne peut le lire. Même celui qui l'a rédigé n'est plus capable de le relire. Il faut faire des versions soft où on peut rapidement y revenir. Alors, écrire et documenter les actions à mettre en œuvre, établir un plan de formation continue, les actions correctives, les évaluations et les revues de direction. Une fois que toutes ces documentations sont prêtes, voilà, on sent qu'on est prêt pour pouvoir accueillir donc cette fameuse audit. Donc, la mise en place de ce système ISO 15189 version 2022, on peut l'aborder par 3 approches. L'approche organisationnelle, l'approche liée au management des risques et l'approche technique. Et je pense que l'avantage de cette version, donc 2022, c'est essentiellement, elle a mis en avant le management des risques. Ça veut dire que sur la version 2012, on pouvait se faire avoir facilement et avoir beaucoup de non-conformités qui peuvent être parfois bloquantes. Sur la version 2022, à chaque fois que tu montres que tu as ciblé, que tu as identifié la zone de risque, que tu as essayé de la cadrer avec des indicateurs et des actions correctives dans la mesure du possible, tu peux t'en sortir et ne pas avoir une non-conformité. C'est pour ça qu'il faut être en alerte et maîtriser le process pour pouvoir discuter. Parce que l'auditeur, vous pouvez refuser la non-conformité qu'il propose. Et surtout, s'assurer que votre auditeur, c'est pas un auditeur managérial, c'est un auditeur technique. Il y a l'auditeur managérial qui va venir donc vous auditer sur la partie documentation et l'auditeur technique, l'expert technique, c'est lui qui va voir donc les compétences et le contenu des documents. Le managérial ne peut pas discuter le contenu des documents. Donc quels sont les défis? Pour pouvoir approcher donc les acquis et les défis, on va se concentrer sur les 5 axes pour pouvoir donc les voir. On va commencer par le personnel. Où on en est, quels sont nos acquis et sont nos défis. Alors par rapport aux acquis, on a une bonne base de formation. Il y a des structures étatiques, il y a des structures privées qui sont en train de former les techniciens qui vont travailler dans les laboratoires et ça c'est déjà un très bon point. Le nombre de personnel, j'ai mis suffisant, mais bon, ça dépend des centres. Il y a des centres qui sont bien dotés en termes de personnel et des centres qui sont moins dotés. Mais c'est déjà quelque chose qu'on reconnaît, les structures transfusionnelles à part. Et puis, la présence sur la documentation et sur la réglementation de la notion de fiche de poste et de fiche de fonction. Du moins, sur les textes réglementaires, ça existe. Il va falloir juste la mettre sur terrain. Après, on est confronté à quel type de défi? Par rapport à l'accréditation, c'est la stabilité de ce personnel. Ce personnel que tu as formé, est-ce qu'il va rester sur son poste? Il y a beaucoup de migrations, il y a beaucoup de changements de poste. Donc, du coup, une personne sur laquelle tu as investi pendant 6 mois ou 1 an par rapport à sa formation et après, il change de poste. Ouais, là, chez nous, on a la tendance que notre personnel qui sont en train d'émigrer en Europe, donc sur des contrats de travail. Donc, au bout de 1 année, 2 années, 3 années d'expertise et de formation, voilà, on le perd et rebelote, on va recommencer à zéro et ça met mal notre système donc d'activité sur terrain. Également, comme défi, l'intégration et la formation du nouveau personnel, il faut que ce soit bien cadré, bien structuré et bien documenté. Toute personne, tout nouveau recrue qui entre ou qui revient après une longue maladie, il faut qu'il y ait une procédure claire et nette, comment l'intégrer, les différentes phases, en nombre de jours, en nombre de tâches, et que ce soit validé par une tierce personne, pas de complaisance. C'est pas le chef du laboratoire, d'accord, ou le chef de l'unité qui va dire qu'au bout de 5 jours, oui, cette personne, elle est apte à regagner son poste. Il faut que tout soit documenté avec des indicateurs bien précis. Ça veut dire qu'il doit réaliser un test en observatoire, un test tout seul et que ce soit validé pour pouvoir le mettre. Puisque demain, quand il y aura l'auditeur, il va vous demander donnez-moi les preuves que cette personne, tu l'as habilitée par rapport à cette poste-là.
Également, comme défi, l'évaluation, la formation des pilotes de chaque processus, puisqu'on a vu qu'il y a différents processus. On peut avoir donc le personnel qui va travailler tous les jours, mais il va falloir désigner un pilote qui va avoir le plus par rapport à ce process. Par rapport à l'autre ressource, la ressource équipement, alors par rapport au Nozoki, il y a beaucoup de sociétés. Heureusement que la concurrence, ça peut être un autre avantage. Il y a de grands automates à grand et à moyen débit, mais ça peut être un acquis et un défi, parce que parfois, ces automates ne répondent pas à nos besoins. On peut être un centre qui travaille on est sur un débit de 200 à 300 donneurs semaine. C'est pas comme un centre qui travaille à 200, 300 donneurs jour. Donc, du coup, les automates, ils peuvent ne pas être très rentables. Il y a des marques qui sont reconnues, mais va falloir faire attention par rapport au cahier de charge, l'acceptation de ces équipements. La documentation, elle est disponible puisque actuellement tous les fournisseurs, ils sont obligés d'être certifiés CE et eux-mêmes, ils ont leur propre réglementation. C'est à notre avantage. Comme ça, on peut se permettre donc d'écarter certains fournisseurs qui ne sont pas très conformes. Le principe de maintenance préventive et curative, ça commence à s'ancrer, ça commence à devenir donc une habitude. Et le système d'information, donc l'informatique, ça a vraiment facilité notre quotidien. Comme défi, cette fameuse maintenance, il faut la réaliser dans les délais prévus et non en cas de panne. Il faut vraiment que ce soit du préventif. Il faut que ce soit du préventif beaucoup plus que du curatif. Alors, par rapport aux méthodes, nos acquis, c'est que les exigences réglementaires sont là, les méthodes fournisseurs sont là, on a l'avantage d'avoir des couples réactifs automates, mais comme défi, il va falloir insister pour avoir les essais d'acceptation et valider les méthodes, et chaque centre doit valider ou vérifier ses propres méthodes tout seul. En termes de matière, les acquis, c'est que les échantillons de patients, on les a, ils sont bien réglementés, on a nos contrôles internes. Mais comme défi, il va maîtriser l'identité vigilance, ça nous pose un énorme problème donc d'identification, et avoir une bonne interprétation donc des contrôles internes et externes. Par rapport à l'environnement, les locaux sont là, les textes réglementaires sont là, mais il va falloir maîtriser les accès, maîtriser la biosécurité et la biossûreté, puisque ça pose un énorme problème, et surtout, faire face aux risques. Est-ce qu'on a préparé un plan d'action pour continuité d'approvisionnement en cas de rupture en eau, en cas de rupture en électricité, en cas d'incendie, en cas de séisme? Est-ce qu'on est capable de gérer l'approvisionnement en produits sanguins? Donc là, je vais passer tout ça. Alors, pour pouvoir avancer sur tout ce domaine, on doit s'outiller de documentation pour se faire valider. Et voici les différents documents qu'il va falloir préparer. Donc, il y a revue des enregistrements, les analyses des actions correctives, révision des documentations du système, les audits internes, les audits externes et la revue de direction. Alors ça, je peux vous les laisser. Alors, 2 organismes majeurs en Afrique peuvent y travailler actuellement, et ce sont les organismes qui ont obtenu leur accréditation à l'échelle internationale, à savoir donc le référentiel de la société africaine et le TUNAC. Ils sont accrédités, alors on va voir le TUNAC. Donc c'est un organisme qui est reconnu, vous voyez, à l'échelle régionale par l'EA et à l'échelle internationale par l'ILAC et l'EAF. Donc on n'a pas besoin de faire venir ni les Américains, ni les Européens, ni les Canadiens. On peut, en accréditant nos systèmes internes, on peut se faire accréditer tout seul. On peut le faire pas à pas, d'accord, dans le sens où on peut, télécharger la documentation. Elle est gratuite, elle est présente. Et donc se conformer par rapport à toutes les rubriques, et du moment qu'on se sent prêt, on peut donc convoquer l'organisme de tutelle. C'est pareil par rapport à la société africaine, elle propose via ce lien-là donc une accréditation à 3 niveaux, un niveau basique, un niveau intermédiaire et un niveau d'accréditation finale. Donc c'est faisable, ça demande du temps, il faut juste se projeter, d'accord, et c'est faisable. Donc il suffit de se fixer un objectif, d'y travailler, de mettre en fait tout le monde autour d'une table, de tout planifier et documenter, et je suis sûre qu'on pourra y arriver. Et merci.